j'espère parler de l'autonomie individuelle et de l'impact sur la souveraineté collective. Alors, je ne vois du coup pas mes slides, j'avais une présentation normalement. Voilà, merci. Donc, je vais vous parler d'une manière très simple en fait de ces sujets. Je ne vais pas parler très profondément de ces sujets, mais je vais parler d'une manière qui, j'espère, peut être réutilisée pour communiquer plus largement. Dans la perspective où on devrait expliquer aux citoyens ce que c'est la 5G, son impact dans des systèmes extrêmement complexes, il faut aussi se focaliser sur le langage qu'on utilise. Donc imaginons Anna, qui a deux conversations, une avec deux amis différents, et puis ses amis commencent à parler dans son dos. En termes de cybersécurité, on parlerait peut-être d'un canal auxiliaire où de l'information circule. Alors évidemment, ça, elle peut le vivre comme une sorte d'invasion de sa vie privée. Elle ne l'aime pas beaucoup. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'aime pas? Parce qu'au final, en fait, ça a un impact sur son autonomie, sur sa capacité à agir, sur son champ d'action. Parce que tout d'un coup, elle doit décider comment elle se présente à ce groupe de 2 personnes, voire plus, et elle est limitée dans ses capacités d'agir. Alors, pour essayer d'uniformiser la vue sur ce sujet au sein de cette pièce, ou même dans vos bureaux, dans votre travail, je vais faire appel à un exemple qui est assez uniforme. On a presque tous eu des cours de biologie, on a presque tous été amenés à penser à une cellule, à un organisme, comme faisant partie d'un groupe beaucoup plus large, qui communique, qui envoie des informations, qui est elle-même un réceptacle d'informations dans son ADN. Cette cellule, elle interagit avec son environnement, elle interagit avec différents facteurs, disons ici A et B, elle s'envoie des messages, il y a des signaux qui sont envoyés dans tous les sens, mais A et B, dans son environnement, peuvent aussi interagir, et peuvent aussi commencer à être corrélés. Alors c'est la nature de l'évolution que cette cellule va s'adapter à cette situation, où des générations de cellules vont s'adapter à cette situation, vont être optimisées pour l'environnement dans lequel elles évoluent. Mais cet environnement, de par cette corrélation, de par ce signal qui est échangé entre A et B, va devenir très fragile pour la cellule. Parce qu'un jour, on pourrait très bien imaginer que ce lien entre A et B se casse, et que l'environnement change tout d'un coup. Alors la cellule qui était optimisée pour cet environnement joint entre A et B, quand A et B se séparent, tout d'un coup, la cellule, elle est mal adaptée. Et c'est comme ça qu'on voit des espèces entières disparaître maintenant, c'est qu'on perd une certaine homogénéité, on perd une certaine variabilité génétique, on perd nos cas extrêmes qui parfois meurent les premiers dans des situations différentes de celles qui ont été présentées avant, mais qui parfois survivent et qui nous permettent d'avancer en tant qu'espèce. Alors je sais que c'est très abstrait, mais je pense que c'est une manière de communiquer assez relativement concrète sur laquelle on peut tous s'ancrer et surtout on peut tous chercher à s'ancrer avec d'autres. Donc là vous voyez bien cette corrélation qui mène en fait à un danger pour la cellule au final. Alors qu'est-ce qui se passe quand on mélange maintenant la biologie et le monde en ligne? Je vais vous parler de l'expérience de Judith Duportail, une journaliste française, que j'ai aidé à récupérer ces données. Alors Judith interagit sur Tinder avec des hommes, évidemment, sur Tinder, et puis ces hommes, ils lui mettent des scores, ou en tout cas, ils disent s'ils l'aiment bien ou ils ne l'aiment pas, ils lui disent, ils swipe à gauche ou à droite. C'est ces petits L et R. Et puis ces scores sont utilisés par Tinder, en fait, pour construire, ces notes individuelles sont utilisées par Tinder pour construire un score. Dans le cas de Judith, je fais juste une moyenne du L et du R et j'arrive à un 5 sur 10. Donc il y a encore un canal de communication comme ça auquel des utilisateurs de Tinder pourraient ne pas s'attendre. Mais en fait, ce canal de communication, comment est-ce qu'il est utilisé par Tinder? Il est utilisé pour lui donner un score qui va faire que Tinder va juste lui montrer des individus qui sont des hommes qui sont dans cette catégorie équivalente, comme jugés par des femmes de l'autre côté. Alors, ce n'est pas anodin que je choisisse un exemple biologique, un exemple lié au sexe, en partie, Tinder et tous les sujets que ça évoque, un sujet qui, par sa propre nature, fragmente entre les hommes et les femmes. Elle en a fait un bouquin, et ce bouquin a permis de mieux communiquer sur la nature des algorithmes et la manière dont ce pouvoir des données, ce pouvoir individuel, peut vraiment commencer à structurer un écosystème beaucoup plus complexe. Dans ce bouquin, elle déconstruit notamment un brevet. Et dans ce brevet, à un moment donné, je vais vous paraphraser ce qui est écrit, Tinder dit explicitement « On a un tel pouvoir grâce à ces données qu'on peut maintenant décider de faire un match entre un homme riche et une femme moins riche, un homme éduqué et une femme moins éduquée. On peut privilégier ce genre de match par rapport à l'opposé, parce qu'en fait, on voit que les statistiques montrent qu'en gros, les hommes n'aiment pas une femme qui est mieux, qui a un plus haut niveau d'éducation
que ou qui gagnent en fait plus. Donc c'est un pouvoir énorme de structurer la société, on le voit bien à ce niveau-ci, au niveau des individus, au niveau des relations sociales. Alors ça se passe dans d'autres contextes aussi, dans le contexte des nouvelles, donc tout le scandale Cambridge Analytica, c'était en grande partie, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Si moi je commence à interagir avec deux pages, une page A, une page B, sur Internet, je ne sais pas exactement comment ces informations vont circuler derrière, vont commencer à être utilisées pour nourrir les prochaines informations que je vais recevoir. Je ne connais pas assez sur ce canal auxiliaire de communication d'informations qui a lieu en arrière-plan, et qui est médié évidemment souvent par Facebook. Alors, le paradoxe avec la désinformation, c'est que personne ne se considère lui-même susceptible à la désinformation. Tout le monde pense qu'individuellement, on est au-dessus de ça, on est au-delà de ça. Mais on est quand même un peu interpellé par l'idée que des gens autour de nous pourraient être manipulés par les réseaux sociaux, via une injection d'argent dans ces mécanismes. Et donc, en fait, on se sent aussi, d'une manière démunie, face à cette circulation d'informations autour de nous, démunis de notre capacité à comprendre ce qui se passe et d'agir dans cet espace politique, à moitié politique, sur les réseaux sociaux, où on commence à communiquer sur les élections, par exemple. Je voulais vous parler d'un autre exemple, un exemple en fait très local. Je ne sais pas combien de personnes ici le connaissent. J'ai rencontré Brahim hier à Londres, Brahim Ben Ali, qui est en fait un conducteur Uber, ici, à Lille. J'ai rencontré à Londres dans le contexte d'une réunion des conducteurs Uber, des directeurs de proto-syndicats, disons, de conducteurs Uber mondiaux. Littéralement, la pièce, tout le monde l'a applaudi, tout le monde s'est levé pour applaudir ce que lui était parvenu à accomplir en France, c'est-à-dire fédérer un ensemble de conducteurs qui ont une perception extrêmement fine du pouvoir algorithmique, du pouvoir sur les individus, de la perte de souveraineté des villes, notamment celle où on se trouve maintenant, sur la gestion du trafic, sur la gestion des relations sociales, des relations d'emploi. Il se bat notamment pour ça, et une partie de son combat est autour des données. Donc laissez-moi vous expliquer comment. Brahim a 2 clients, il est indépendant, ces 2 relations, il les considère comme séparées. Uber, pas du tout. Pour simplifier, c'est beaucoup plus complexe que ça. Uber encourage les 2 clients à lui mettre des cotes, et Uber, évidemment, utilise ces 2 cotes pour construire une cote beaucoup plus complexe sur Brahim, et utilise ces données pour commencer à décider comment les courses vont être dispatchées, utilise d'autres données, par exemple le fait que Brahim soit propriétaire de sa voiture ou que sa voiture soit en leasing, pour arriver à mesurer à quel point Brahim est dépendant de la plateforme, en fait, et pour décider comment faire du dispatch dans la ville. Ça, Brahim le ressent comme un carcan, comme une perte d'autonomie, et il y a beaucoup d'entre eux en France, beaucoup de conducteurs Uber, qui pensent comme lui, étant donné le succès qu'il est parvenu à avoir à bloquer les activités d'Uber, étant donné le nombre de gens qui ont commencé à le suivre. C'est indéniable. Alors vous pouvez dire que j'en fais tout un foin, mais je voudrais vous montrer quelques exemples de données personnelles que des conducteurs peuvent récupérer des plateformes en utilisant justement le RGPD. Ça, c'est une vision de Londres. Le travail pendant 2 ans d'un conducteur londonien. En vert, c'est les points de capture, de prise de passagers. En rouge, c'est les points de dépose de passagers. Ça n'est qu'une fraction infime des données qu'un Uber va collecter. Un autre exemple ici, c'est des données GPS, des données d'accélération, savoir quand le conducteur va vite, quand il va lentement, encore une fois à Londres, avec plus de détails. Ça, par exemple, c'est les données d'une agression. Donc le conducteur, dont ce sont les données, ses passagers se sont fait agresser, il est sorti du taxi ou de la voiture et il a un peu bougé autour. Ça a duré quelques minutes, mais vous voyez le nombre de traces GPS que ça a laissé. Au-delà de ça, il y a des données sur les taxations, sur les coûts d'opération. Il y a énormément de données qui ont une importance vitale d'un point de vue économique. Et ces données, quand des activistes comme Brahim commencent à faire un peu trop de bruit, Uber débarque et dit aux villes, voilà toutes les données qu'on a, on peut vous aider à gérer vos transports, on va vous offrir une vue partielle sur nos données. On peut présumer qu'en échange, ils essayent d'obtenir d'autres choses, par exemple un certain silence sur d'autres problématiques, notamment les problématiques sociales. Imaginez vraiment la puissance que vous pouvez avoir. Dans certains pays, apparemment, Uber essaye d'utiliser ces données
pour déterminer la propensité à un conducteur d'être un violeur ou d'une potentielle victime, d'une passagère d'être violée. Ça va extrêmement loin. Si on commence à donner des cotes aux gens comme ça, juste par proxy, par ressemblance avec quelqu'un qui a commis un acte problématique, ça va extrêmement loin dans la perte d'autonomie de l'individu. Pouvoir économique aussi. Et en fait, énormément de questions sur que constitue un abus autour des données. Alors, quand on a ces réflexions qui sont extrêmement encouragées de participer avec le grand public dans la prise de décision, d'explication, il faut être prêt à apporter des réponses à ce genre de questions, à ce genre d'interpellations. Au final, on voit que toutes les questions de données se traduisent en des questions de pouvoir. On voit que des questions de vie privée, d'autonomie, peuvent être traduites au niveau industriel ou au niveau étatique, en des questions d'agency, qui ne se traduit pas très bien, ou de sovereignty, de souveraineté. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait s'en soucier? Évidemment, un monde médié par les algorithmes, c'est un monde où on doit pouvoir contester ces décisions. On doit pouvoir faire sens ensemble. Pas seulement un mathématicien, mais vraiment n'importe qui doit pouvoir contester ces décisions, doit pouvoir trouver des alliés, doit pouvoir être équipé pour commencer à questionner si ces algorithmes ne sont pas biaisés, si ces algorithmes les traitent vraiment comme des êtres humains, et puis plus fondamentalement, s'il faudrait vraiment utiliser un algorithme dans ces différents contextes. Je vous remercie.